Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ce live. On va faire ce live avec Maude qui va nous rejoindre. Mais en attendant, je vais me représenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Rachel Galerme, je suis sophrologue. Et après un deuil, eh bien, j'accompagne des femmes, des hommes, des enfants à retrouver leur joie de vivre. Je les aide à s'apaiser, à avancer avec ce deuil et aussi à se reconstruire. Et on a choisi avec Maude de faire ce live voilà, j'ai invité Maude à faire ce live sur le deuil et les impacts que ça a sur notre vie professionnelle, comment ça influence nos choix professionnels. Et Maude va vous expliquer quel impact ça a eu le deuil dans sa vie, puisqu'elle a perdu sa mère très jeune. Partager ça, on va en parler de façon vraiment authentique. Et coucou Maud. Coucou. Tu m'entends bien? Est-ce que moi je t'entends bien? J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage chez moi, mais c'est pas trop gênant. Ça va? Ouais. Alors, j'étais en train de me présenter et je disais que tu allais arriver et tu arrives. Alors c'est top. Alors, est-ce que Maud, tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas, qui te découvrent, déjà au niveau personnel, bon, tu dis ce que tu veux. Où est-ce que tu habites dans le monde, quel âge tu as, et puis on parlera de ta vie pro après. Yes. Eh bien, moi je m'appelle Maude, j'habite à Strasbourg, dans l'est de la France. J'ai 34 ans, je suis accompagnée dans la vie, j'ai un chéri, je n'ai pas encore d'enfant. Voilà, que dire de plus? C'est déjà pas mal. Nickel, merci. Euh, Aujourd'hui, enfin, tu m'as invité à ce qu'on discute parce qu'effectivement, j'ai connu un deuil assez tôt dans ma vie, quand Mhm. j'étais enfant. Ma mère est décédée d'un cancer du pancréas. Quand moi j'avais 9 ans, j'ai une petite sœur qui avait 8 ans. Elle-même en avait 36. Alors, moi, j'ai encore pensé tout à l'heure, avant de commencer le live, que je vais bientôt arriver à l'âge qu'elle avait quand elle est Mhm. décédée. Et Mhm. c'est quelque chose, je pense, qui va être assez spécial pour moi. Mhm. Je ne sais pas encore dans quel ordre, mais je pense que ça va être assez particulier, effectivement, de me dire que je vais arriver à l'âge auquel ma mère est décédée et de finalement vivre plus longtemps qu'elle-même a vécu. Donc voilà, on verra ce que ça fait, ce que ça donne dans ma vie. Euh, et voilà, et pour moi, j'ai accepté avec grand plaisir d'en discuter avec toi parce que euh, déjà, je trouve que ce que tu fais est génial et super courageux parce que la mort est assez tabou, je trouve. On a tendance à voilà, vivre notre vie, traverser la vie en mettant complètement des œillères et en essayant d'oublier qu'un jour on va mourir et que les gens qu'on aime peuvent mourir d'un jour à l'autre. Et je trouve, moi, que c'est très très important de le garder à l'esprit, et bien sûr, de ne pas être dans quelque chose d'un peu morbide et négatif qui nous accompagne au quotidien, mais au contraire que ça nous nourrisse positivement dans notre vie, dans notre façon de vivre, dans nos choix. Euh, voilà. J'ai un peu dépassé le cadre de la présentation, je suis désolée. C'est bien, t'es déjà à fond dedans. Est-ce que c'est mon job, je vais te remettre dans le cadre. C'est ça. Non, mais c'est chouette tu sois déjà à fond dedans. Est-ce que du coup, tu peux te présenter au niveau pro, nous dire ce que tu fais aujourd'hui, puis après, on parlera un peu de comment tout ça est venu, mais au niveau professionnel, est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais? Oui, aujourd'hui, je me présente comme une créatrice de bonheur. Donc, entendre coach de vie, coach de bonheur pour les particuliers et plus particulièrement pour les personnes qui sont perfectionnistes, qui sont souvent dans le besoin de contrôle, dans la quête de perfection.
et qui finalement ne sont plus connectés à la joie et à la légèreté au quotidien. Donc moi, je les aide à se libérer de ça, de cette insatisfaction qui t'empêche de voir le bonheur qui est déjà là dans ta vie et qui t'empêche d'être heureux. Ok. Alors, toi, quand ta maman est décédée, tu l'as dit, hein, à l'âge de 9 ans, quel souvenir tu as de cette époque-là? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que alors, je pense que tu te souviens un petit peu, mais au niveau des émotions, tu vois, comment ça s'est passé? Peut-être aussi dans tes relations avec elle, avec ton père, comment ça s'est Mm. passé? Ouais, oui, c'est vrai que ça remonte, hein, puisque cette année, ça fait 25 ans. Mm. Mais, en fait, j'ai des forts souvenirs des 48 heures, on va dire, de l'annonce de son décès. Mhm. Euh, j'ai des souvenirs avec ma mère, mais qui sont pas très clairs, c'est dingue comme on oublie beaucoup de détails jusqu'à 9 10 ans. Mhm. J'ai quand même plein de sensations et je peux te raconter la relation que j'avais avec elle, que je pense avoir eue avec elle. Et j'ai quand même, je porte en moi tout ce qu'elle m'a apporté et j'ai une vision d'enfant de qui elle était en fait. Mm. Mais finalement, j'ai très peu de souvenirs, enfin, très précis. Si, je pense que je peux te citer une vingtaine de choses que je savais qu'elle faisait, qu'on faisait ensemble, mais ouais, c'est assez dingue comme les souvenirs avant cet âge-là sont assez éphémères et en même temps profonds. C'est un peu particulier, c'est-à-dire que euh, ouais, je porte vraiment avec moi son souvenir à elle, mais sans pouvoir décrire des souvenirs comme je te décrirais aujourd'hui des souvenirs en tant qu'adulte, en fait. Mm. Ouais, bien sûr. Mm. Euh, et par contre, après son décès, là, tout est très clair et tout est très ancré dans ma mémoire. Alors je sais pas ce qu'il est important enfin ce que tu as envie que je raconte plus particulièrement Ben, dans tout peut-être ça. ce qui peut Beaucoup de être choses à dire. intéressant, c'est peut-être, comme je disais hier, peut-être aussi, bah, toi, dans ta tête d'enfant, voilà, comment tu as compris les choses, parce on sait pas, souvent nous, en tant qu'adultes, on va annoncer les choses, par exemple, bon, on va dire, ben, ta maman, elle s'est endormie ou elle s'est envolée ou Mm, voilà. Comment ton père, du coup, t'a parlé de ça? Comment ça a été annoncé? Avec quels mots? Est-ce que tu te souviens mm, de ça? Parce que il y a beaucoup de parents qui perdent leur conjoint et puis qui demandent aussi quand ça arrive, comment je le dis. Et mm, puis avec du recul, ils se disent, mais je savais pas comment faire, je l'ai dit comme ça et c'était certainement pas bien et j'aurais dû être plus doux, plus douce, j'aurais dû et donc voilà, si tu peux nous partager toi comment ça t'a été annoncé, comment ça s'est passé pour toi. mm. Alors, bah déjà, ma mère est tombée malade donc d'un cancer, un cancer du pancréas, et ça a été assez fulgurant. Alors moi, dans ma tête d'enfant, ça a duré très très longtemps, mais enfin j'ai reposé la question récemment et j'ai appris qu'en fait, elle est partie en 6, 8 mois. Mais pour moi, dans ma tête d'enfant, ça a été très long, la période où elle était malade. Donc c'était progressif. Et bien sûr, une période pas facile à vivre parce elle a subi de la chimiothérapie. Donc après, elle était de plus en plus diminuée. Elle a perdu ses cheveux. Elle était après, à la fin, en fauteuil roulant et même dans un lit. Mhm. Et en tant qu'enfant, ni moi, ni ma sœur, alors bon, elle pourrait mieux en parler, mais en tout cas, moi, à aucun moment, je n'ai envisagé la mort de ma mère. Pour moi, enfin, à cet âge-là, ça n'existe pas. Mhm. Enfin, le concept de mort n'existe pas, et encore moins celui de la perte de ses parents, quoi. Mhm. Les parents sont là, et pour nous, seront toujours là. Euh, donc j'étais pas du tout préparée à ça, si ce n'est que une fois, notre père nous a abordé le sujet avec ma sœur et moi en amont, a juste évoqué le fait que voilà, si jamais notre mère venait à disparaître,
qui serait là pour nous et qu'on continuerait comme ça à vivre et à se soutenir. Mais je me souviens que moi, ma réaction avait été intérieure, enfin dans mes pensées. Je me souviens très bien de ce moment. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Enfin, enfin, c'était un non-sens pour moi. Enfin, et je crois que l'avoir même pas rattaché vraiment à la mort, quoi. Enfin, tu vois, c'était. Mais après coup, je suis contente qu'il ait fait. Enfin, je trouve que c'était quand même important. Je pense que ça a quand même laissé une marque inconsciente, le fait qu'il ait préparé le terrain d'une certaine façon. Mm. Euh, Enfin, voilà. Ça, c'était une première chose. Et après, le jour où c'est effectivement arrivé, euh, on a on sortait de l'école. Oui, on sortait de l'école. Donc c'est une journée comme tous les jours. On était à l'école primaire et c'est la mère d'une de mes amies d'enfance, qui est toujours une de mes amies d'ailleurs, qui nous a ramené en voiture jusqu'à la voiture de mon père qui nous attendait un peu plus loin dans une rue. Et voilà, elle le savait déjà en fait et nous a accompagnés jusqu'à notre père qui nous l'a annoncé dans la voiture. Et il a été, alors je me souviens plus des mots exacts, mais il a été très direct finalement et il a utilisé les vrais mots en disant que maman était partie. Et après, avec des mots super, très, très, très rassurants tout de suite sur le combat qu'on allait mener ensemble et comment on allait continuer à vivre, enfin, oui, à se battre ensemble et à vivre et à essayer de vivre la plus belle des vies. Je suis désolée, c'est un peu, forcément, ça me replonge un peu dans l'émotion. Bah oui, c'est bien. Euh, Respire. Toi, à partir du moment de l'annonce, et puis ben après, juste parce qu'après, tu as grandi avec ça, tu me le disais quand on a préparé. Euh, Ça a été, tu penses que ça a tout de suite influencé après ta vie au niveau de tes études, au niveau parce qu'aujourd'hui, tu es créatrice de bonheur. hum, Et t'aides les perfectionnistes et tu le diras tout à l'heure, ça a un lien aussi parce que voilà, être dans le contrôle, parce qu'on sait que quand il y a un drame comme ça qui arrive, un deuil, ben on se rend compte aussi, et toi tu l'as connu petite, jeune, que ben, il y a des trucs qu'on peut pas contrôler, quoi. Et là, en c'est l'occurrence, ça. la mort, c'est quelque chose, on n'a aucun impact dessus, quoi. On appelle, les enfants, ils le comprennent très vite. Ils disent, moi je sais au cabinet, il y a un petit garçon l'autre jour qui me disait, mais même les super-héros, ils peuvent pas arrêter la mort, quoi. Donc, Hum, donc toi, après, je pense que ouais, tu en parleras, mais le lien aussi beaucoup avec le perfectionnisme, c'est un truc d'être dans le hum, contrôle comme ça. Voilà, ouais. ça laisse reprendre tes esprits. En même temps, ça va, Maud? Ça va, ça va. De remettre les mots dessus, c'est sûr que ça fait remonter les choses, mais c'est aussi, alors c'était pas le but, hein, c'était pas un but thérapeutique pour toi, mais c'était aussi, c'est ce qui se passe moi au cabinet, c'est aussi comme de repasser un peu de la pommade sur sa cicatrice, parce que c'est ça, c'est comme si on avait une cicatrice tout au long de notre corps, et qu'en fait, bah, de remettre des mots dessus. Voilà, c'est sûr que c'est émotionnellement, ça brasse, on peut être ému, mais c'est une façon aussi de repasser un coup de pommade dessus et d'en prendre soin, en fait, d'en parler. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'explique et puis je sais que tu le vis aussi comme ça. Mais alors, je voulais déjà remercier tous les gens. Bon, alors, toi, bien sûr, qui est là, hein, je ne t'ai pas remercié. Et Bon. il y a beaucoup de gens qui nous regardent, donc c'est top. Donc je ne sais pas si les gens qui nous regardent ben voilà, ont vécu aussi un deuil dans l'enfance comme toi, Maud, ou si vous avez voilà, si vous vivez un deuil actuellement, ou si vous êtes des parents. Enfin, mettez-nous aussi des petits commentaires parce que nous, on ne va pas échanger toutes les deux juste comme ça en tête à tête. On est quand même sur Facebook, donc c'est c'est aussi pour échanger avec vous et partager. Donc n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires. Mais Ouais, ouais, si je vas-y. peux rebondir Ouais. sur ce que tu disais. Non, ce qui est super intéressant, et je me suis posé la question en prépa, enfin juste avant de démarrer le live, tu vois,
c'est que moi, j'ai vraiment le souvenir que avec mon père et avec ma sœur, à ce moment-là, on a tout de suite formé un bloc. Oui, Vraiment, notre père est quelqu'un d'extraordinaire et a été notre pilier tout de suite auquel on s'est vraiment raccroché, vraiment pour survivre, quoi, parce que c'était notre dernier parent là. Après, il a assuré sur tous les aspects. Pour qu'on ait la plus belle des vies. Mais j'ai vraiment ce sentiment qu'on a tout de suite formé un petit peu comme une mini-armée et qu'on a tout de suite et que la vie a tout de suite repris le dessus en mode oui, ok, il nous arrive un truc horrible, mais on est là, on est en vie et on est heureux d'être ensemble et on a envie de continuer à vivre et à en profiter. Et du coup, tu vois, c'est intéressant parce qu'effectivement, quand j'en parle et quand on me pose des questions sur ma mère ou sur cette période, il y a souvent l'émotion qui revient ouais. comme là. Mm. Mais pas le reste du temps. Le reste du temps, et de cette période, alors bien sûr qu'on était triste, qu'on a pleuré, l'enterrement était un moment très dur et qui restera gravé à vie pour toujours. Mais j'ai vraiment plus le souvenir de ce bloc et de cette armure qu'on s'est mis à trois comme ça pour continuer à avancer et oui, vraiment avancer. Donc alors, je connais pas, tu vois, parce qu'à l'époque, bah, quand t'es gamine, tu t'intéresses pas comment dire, aux étapes du deuil. Hein. Je sais pas comment je les ai passées, si je les ai passées ou quoi. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu besoin d'en reparler en tout cas plus tard. À l'âge de 25 ans à peu près, j'ai commencé à suivre une thérapie. Mhm. Pas du tout pour cette thématique-là, mais cette thématique a finalement été très présente. Euh, pendant toute ma thérapie. Et voilà, enfin ça, c'est plutôt toi qui vas pouvoir m'éclairer sur l'aspect finalement des étapes du deuil. Est-ce que deuil a été fait? Est-ce que deuil n'a pas été fait? Je ne sais pas. Quand on continue comme ça à se battre directement dans la vie? Moi, je pense que c'est. J'aime pas du tout cette expression de dire on fait son deuil et du coup, quand est-ce qu'on le fait, quand est-ce qu'on ne l'a pas fait, est-ce que là tu me dis est-ce que je l'ai fait, est-ce que je l'ai pas fait. Pour moi, on le fait pas. C'est-à-dire que faire son deuil, ça voudrait dire qu'il y a un début. Voilà, toi à l'âge de 9 ans et tu devrais le terminer à 40 ans. Je te dis n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. À partir du moment où ça arrive, et ben voilà, notre deuil, on le fait tout au long de notre vie jusqu'à la fin de nos jours parce que les choses, elles avancent. Alors bien sûr, au début, c'est hyper souffrant, c'est violent, c'est complètement au niveau de notre identité, de qui on est. Et puis toi, tu étais en pleine construction, forcément, en tant qu'enfant. Donc forcément, tu t'es reconstruite comme ça, tu as avancé avec ça. Donc oui, on avance. On le dit beaucoup pour les enfants. On dit, ils vont se construire avec ça. Et pour les Mm. adultes, on dit rarement, ben, vous allez continuer à construire ou à vous reconstruire avec. Donc on avance avec, quoi. Et on n'est pas... bien sûr, ça évolue. Bien sûr, entre le moment où ça arrive et au bout d'un an, c'est déjà différent parce que on a fait toutes les premières fois sans la personne. Le premier anniversaire, le premier Noël, la première rentrée scolaire, voilà, sans la personne. Et puis, bah, la deuxième année, c'est un peu plus facile. Et puis, voilà, donc on avance comme ça. Et puis, on transforme, voilà. Et après, à un moment donné, c'est aussi pour ça que j'interviewe des personnes qui sont endeuillées et on est quand même nombreux, on en parle peu, mais on est nombreux aussi à avoir réussi à faire de ce truc qui est un plomb, quoi. Un truc enfin, lourd, souffrant, violent, quelque chose de chouette, de lumineux, une force, en fait, une force Mm. intérieure. Ouais. Euh, Même si, bien sûr, on n'est pas tire la pimpon toute la journée. Parce qu'à des moments, quand on va en parler, on peut être, ben, comme tu étais dans l'émotion tout à l'heure, et c'est OK, on peut... voilà, et c'est pas pour ça qu'on est mal et qu'on est en grande difficulté, mais voilà, on reprend nos esprits, mais oui, ça nous fait remonter des choses et c'est OK. Il faut être aussi OK avec ça, avec ces moments-là où à un moment donné, on va en parler et on va avoir un peu la voix qui déraille, un peu les larmes qui viennent aux yeux
parce que ça fait partie aussi de tout le chemin. Et il y a des gens pour qui ça fait 40 ans et qui vont encore, en parlant du défunt, être dans l'émotion. Et voilà, et on va pas, enfin moi en tout cas, je vais pas dire, oh là là, mais vous n'avez pas fait votre deuil, mais vous vous rendez compte, c'était il y a 40 ans. Non, mais on s'en fout de ça, c'est pas une question de faire son deuil ou pas, c'est qu'à un moment donné, on a le droit aussi d'être Mhm. un peu ému. Et en plus, il y a des périodes où on va être plus ému, parce que, enfin moi je le sais à titre perso, bah, quand je suis fatiguée, quand je suis un peu contrariée, quand il y a un truc qui va pas. Eh ben, oui, si je repense à mon ex-compagnon qui s'est suicidé, ben oui, je vais plus facilement fondre en larmes et parce que ma blessure, ma cicatrice, elle me tiraille. Donc faire son deuil, oui, pour moi, c'est une connerie. C'est, c'est, euh, on le fait pas, on avance avec et ce deuil, il fait ce qu'on est aujourd'hui. Et, que ce soit, voilà. Et pour toi, c'est ça aussi, je pense. Enfin, je sais pas quel est ton point de vue là-dessus, mais peut-être que si ta maman n'était pas partie aussi vite, ben tu serais pas la jeune femme que tu es aujourd'hui. Enfin, Non, mais ta définition me résonne bien en moi et ça me va totalement. Ça me va. Comme toi, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir fait le deuil et oui, et c'est quelque chose qui fait partie de ma vie et de ma construction, effectivement, hmm, et complètement. Et, et, et voir positivement ce drame, c'est aussi de se dire que oui, c'est ça, c'est aujourd'hui, je serais pas aussi forte, j'aurais peut-être pas fait les mêmes choix dans ma vie, je serais peut-être pas aussi heureuse, enfin, on ne sait pas, mais en tout cas, ça fait partie de mon histoire. ouais. Je demande souvent aux gens en termes de ressources, qu'est-ce qui t'a aidé? Toi, ça a été vraiment la famille, en fait, ton père et ta sœur, où vous avez fait bloc, c'est vraiment ça, j'ai l'impression, dans ce que tu dis. Oui, c'est vraiment ça. Et, euh, et quand tu parlais avant, me revenait un souvenir en tête, c'est que vraiment, bah, alors moi j'ai l'impression du coup d'être passée en mode adulte à l'âge de 9 ans du jour au lendemain. Et tu vois, après j'avais rapidement des préoccupations et c'est des questions que j'ai formulées à mon père d'ailleurs assez rapidement de ok, et si toi tu disparais demain, qu'est-ce qui se passe Mhm. concrètement pour ma sœur et moi? Mhm. Enfin, j'avais besoin d'être rassurée sur tous ces points, tu vois. Ouais, ouais. Euh, et donc j'ai eu effectivement l'impression d'avoir mûri d'un coup et d'avoir une façon de penser adulte d'un coup. Je sais pas si je l'avais déjà avant, mais en tout cas, c'est sûr d'avoir un peu perdu mon insouciance sur ce point-là, en tout cas avec une très forte conscience du coup que tout le monde pouvait mourir du jour au lendemain. Mhm. Et que ça devait, et comme tu en parlais avant sur l'idée du contrôle et du Ouais. perfectionnisme, effectivement, je pense que ça a contribué à ce que je le devienne, puisque la mort, pour moi la seule chose qu'on ne peut pas contrôler. Du coup, j'avais en capacité de contrôler tout le reste ou d'essayer de maîtriser tout le reste et de faire mon possible pour être, du coup, la meilleure. Des petites filles, pour moi, mon rôle, mon père était génial et avait un rôle de nous, finalement, de, de nous garder en vie, tant matériellement, émotionnellement, etc. Et nous, enfin, notre rôle, c'était d'être les meilleures des petites filles. Donc, voilà, moi, je me suis attelée à être la fille qui avait les meilleurs résultats à l'école possible, et qui était la plus raisonnable, qui faisait pas de vagues et c'était mon rôle de petite fille pour aider mon père aussi dans la suite de notre vie ensemble, quoi. Mhm. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une des grandes causes de ça, de ce perfectionniste qui maintenant, poussé à l'extrême, m'embête un petit peu. mais, euh, mais oui, voilà. Est-ce que du coup, toi, aujourd'hui, voilà, tu les aides, ces perfectionnistes, parce que comment t'en es arrivé là, sur ce chemin? Parce que quand tu dis je suis créatrice de bonheur, j'aide les perfectionnistes, c'est pas un job commun. C'est vrai. Il n'y a que toi que je connaisse qui fait ce job-là. Mais, euh, comment t'as cheminé? Par quelle étape comme ça t'es passé? Parce que t'as pas non plus fait ça toute ta vie, hein, depuis.
Tu peux un peu expliquer un peu par quelle étape t'es passé et comment t'en es arrivé à ça, et puis peut-être le lien du coup avec l'absence de ta mère. Enfin, je sais pas comment tu vois ça, toi. Mm. Oui, bah, je vois vraiment un cheminement où effectivement après si on parle que du côté études professionnelles, j'ai été voilà très assez bonne en cours. J'ai toujours eu des très bons résultats, fait tout pour. Donc j'ai fait des études supérieures et puis me suis naturellement, comme deux pas par hasard, dirigée dans la même matière qu'avait fait mon père, c'est-à-dire le droit. Euh, je, je, Parce qu'on se ressemble beaucoup et je doutais pas que ça allait me plaire, mais je pense qu'il y avait inconsciemment aussi une volonté de le rendre fier et puis oui, de poursuivre dans ses traces finalement. Ouais. Donc j'ai fait des études de droit, puis après j'ai passé des concours de la fonction publique territoriale et je suis entrée comme fonctionnaire travaillant dans des villes pour les finances de ces villes, pour les marchés publics, pour le juridique de ces villes. Donc quelque chose de très cadré, très normé, un chemin tout tracé. Euh, voilà, qui rendait très fier mon père et il était content parce que j'étais dans quelque chose de très sécure. Mhm. Et en fait, là, il y a 4 ans, j'étais sur un poste dans lequel j'avais le temps de beaucoup réfléchir et qui m'ennuyait pas mal. Et du coup, je sentais de plus en plus quelque chose en moi qui était insatisfait, voilà, une autre partie de moi avait envie de s'exprimer de manière plus créative. Je sentais que j'étais pas vraiment à ma place et que certes, savais bien faire ce que je faisais, mais que il y avait quelque chose en moi qui demandait à s'exprimer et qui, pour l'instant, s'éteignait à petit feu, à rester là dans mon coin et pas m'exprimer autrement. J'avais vraiment un besoin de sens dans ce que je faisais. Et comme cette idée que la vie est courte et qu'on peut mourir du jour au lendemain m'a toujours accompagnée, donc j'avais toujours eu cette finalement rage de vivre, cette urgence de vivre, même je me suis dit non, mais je peux pas rester dans un boulot comme ça toute ma vie où je m'ennuie et où je me sens pas me réaliser pleinement et qui a pas de sens pour moi. Donc j'ai quitté ça. Enfin, je me suis mise en disponibilité avec l'envie de me mettre à mon compte. Ça, c'était une envie que j'avais depuis toujours, depuis gamine. De pas avoir de chef au-dessus de moi que moi-même. Voilà. Et voilà. Et après, différents réalignements. J'ai toujours été cette idée d'apporter du bonheur aux gens. Euh, mais voilà, avec mon propre développement personnel, j'ai pris beaucoup plus de temps pour vivre, pour me poser des questions, même si je me suis en réalité toujours posé des questions sur la vie, hein. Mais vraiment me demander qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce qui était bon pour moi. Je me suis développée personnellement moi aussi. Mhm. Et voilà, je suis arrivée assez naturellement à m'aligner avec ce métier, à créer ce métier finalement Mhm. de créatrice de bonheur, avec vraiment ce pourquoi derrière qui est la vie est courte. La plupart des gens avancent dans la vie soit sans s'en rendre compte, soit parce qu'ils veulent pas le voir, mais un peu en mode automatique, sans se poser de questions. Et moi, avec juste une envie de secouer les gens et de leur dire, eh oh, et c'est aujourd'hui qu'il faut en profiter parce que tout peut s'arrêter demain, ou alors les gens que tu aimes peuvent partir. Donc c'est maintenant, là, c'est là, dès aujourd'hui. Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui se posent pas ces questions. Et donc, moi, j'ai envie de les aider à se poser les questions, mais même aller plus loin. C'est-à-dire, les personnes que j'accompagne aujourd'hui, c'est déjà des personnes qui se posent pas mal de questions, mais voilà, qui sont dans du conditionnement, hein, puisqu'on est tous conditionnés d'une façon ou d'une autre depuis notre enfance, de par les expériences de notre vie, de par notre éducation et du coup les aider à voilà, retrouver vraiment leur essence, leur enfant intérieur, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment au fond d'eux, et puis les aider à se libérer du poids, du regard des autres, de la quête de perfection, du besoin de contrôle, etc. J'ai beaucoup parlé dans ce coup-là. T'as besoin de sortir, c'est très bien, c'est très clair. Je sais pas si les gens qui nous regardent ont des questions, faites-nous des pouces, des cœurs.
pour nous dire ben voilà, ce qu'on partage. Est-ce que Maud partage, voilà, est-ce que ça fait écho chez vous? Qu'est-ce que vous en dites? Enfin, je sais pas, parlez-nous. Oui, et puis si vous avez des questions, c'est vrai que ce que tu disais, moi je trouve ça important d'apporter aussi de l'espoir à des parents finalement veufs ou veuves Mm, qui ont des enfants en bas âge et les rassurer sur la construction de leurs enfants. Enfin, je veux dire, on peut, c'est pas parce qu'on est orphelin ou orpheline d'un parent ou même de ses parents mm. qu'on ne peut pas être heureux dans la vie, quoi. Ouais, super. Il y a Dominique qui dit très beau témoignage. Voilà, pour toi. Merci. Bah, il n'y a pas de. Voilà. Un petit pouce, un petit cœur, ouais, ça nous aiderait bien, hein, pour continuer. Toi, tu dirais que ton. Comment tu dirais. Est-ce que ton travail. Parce que, à titre perso, mais ça fait résonance, ça va faire aussi résonance chez toi. Moi, je dis souvent que bah, ce que je fais aujourd'hui, ça m'aide aussi pour mon deuil et pour mon chemin. Parce que le fait de parler de la mort, de casser ce tabou, parce que on n'en parle pas, c'est hyper tabou. Alors on n'en parle pas sur Facebook, mais on n'en parle pas dans la vraie vie. Et moi, ça m'aide aussi à aider d'autres personnes ben voilà, qui sont là où j'étais il y a 5 ans et qui pensent que leur vie elle est finie, quoi, qu'ils seront plus jamais heureux. Toi, tu dirais aussi en aidant des perfectionnistes, ça t'aide toi en tant que perfectionniste? Tu fais un lien ou pas du tout? Ah, complètement. Complètement. Moi, je suis persuadée de toute façon, on attire à soi les personnes qui ont besoin de nous rencontrer sur leur chemin, mais qu'on a besoin de rencontrer sur notre chemin aussi. Et c'est complètement un enrichissement mutuel, pardon, Hmm, à chacune de mes rencontres, à chacune de mes expériences avec mes clients. Si, c'est bien sûr, ça me fait avancer à grands pas. ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais voilà, à des personnes qui vivent un deuil aujourd'hui, qui alors soit à des parents, mais enfin, voilà, à tous, je sais pas, qu'est-ce que tu aurais envie Je regarde ma feuille, je ne sais plus la question. Oui, à des personnes oui, qui vivent un deuil et qui sont complètement perdues là aujourd'hui ou qui ont perdu quelqu'un, même pas forcément récemment, mais parce que moi je vois souvent au cabinet, surtout des gens qui ont perdu quelqu'un au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans et qui sentent qu'il y a encore un truc qui va pas et toi, t'as très vite, t'as eu vraiment en tête ce truc, j'ai l'impression faut y aller, quoi, parce que la vie est courte. Toi, je crois que t'as eu le Ouais. déclic tout de suite, quoi. Mais parfois, alors peut-être parce que t'étais enfant, je sais pas, je suis pas psy, et Mm. je veux pas, voilà, mais c'était comme ça pour toi. Mais souvent, moi, les adultes que je rencontre, il leur faut du temps pour digérer tout ça, et c'est normal, et on a tous vraiment besoin de ça. Mais au bout de quelques années, à un moment donné, ils se disent, OK, ça m'est arrivé, ça m'est tombé sur le coin de la gueule, c'est vraiment un truc. Mais maman, qu'est-ce que je fais de ce truc, quoi? Parce que je sens bien que dans ma vie, c'est encore présent et c'est encore des conséquences dans ma relation aux autres et tout. Donc, je sais pas quel message, toi, tu auras envie de délivrer là-dessus, je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de leur dire si quelqu'un nous regarde et dit, mais moi, voilà, j'ai perdu ma mère et ça me rend toujours mal et je sais pas, qu'est-ce que tu auras envie de dire, toi? Ouais, c'est marrant parce que c'est pas facile, je trouve, même si et d'ailleurs, je trouve que c'est aussi une constante. On parlait du fait que la mort était tabou, mais souvent on ne sait pas non plus comment réagir face à quelqu'un qui connaît un deuil. Mm. Il y a toutes sortes de réactions d'ailleurs. Oui, tu Mais voulais dire quelque chose? ouais, peut-être pour des parents, tu vois, des gens veufs ou veuves, euh, qu'est-ce
qu'est-ce que tu dirais? Parce que souvent, les parents, ben, du coup, s'inquiètent pour leurs enfants. Souvent, on dit Mm, les mm. enfants, ils démarrent mal dans la vie, ils partent avec le manque d'un parent. Et toi, tu incarnes aussi autre chose, quoi, que c'est OK, c'est triste, mais il y a peut-être d'autres choses après qui se mettent en place. Enfin, je sais pas. Mais en fait, effectivement, je ne sais pas si j'aurais vécu différemment ce deuil si j'avais été adulte, mais je pense que oui. Et je me demande si c'est... Alors la phrase est un peu dure à dire et à entendre, parce qu'une part de moi n'est pas d'accord avec ça, mais je me demande si c'est pas plus facile de se reconstruire quand on vit un deuil enfant, effectivement, qu'adulte. Mm, Alors moi, bien sûr, bien sûr, ça me manque de ne pas avoir découvert ma mère en tant qu'adulte. J'aurais adoré savoir qui elle est, en fait. mm, Mais c'est vrai que, tu vois, enfin, je réfléchis et moi, je me souviens pas d'une longue période de désespoir suite à mm. ça en tant qu'enfant. Ouais, Pour moi, me revient vraiment cette rage de vivre, en fait, tout de suite, ouais. assez rapidement. Mm, Ouais, c'est ça, quoi. mm, Et bien sûr, il y a des traces, bien sûr, voilà, mais ça m'a pas empêché de me construire. Et l'autre chose qui me semble important à dire aussi, c'est que en grandissant, je prends aussi la mesure de tout ce que notre père a fait pour nous, en fait. Et alors, quand t'es gamin, c'est complètement inconscient et ça te paraît normal et tu le vis différemment, tu le vis de manière émotionnelle. Mais aujourd'hui, je suis d'autant plus admirative de mon père et de tout ce qu'il a fait pour nous. mm. Et, et, et même si c'était peut-être pas parfait, ou d'ailleurs j'en sais rien, j'ai aucun jugement là-dessus, mais juste moi, ouais, je suis tellement admirative de son courage et de sa force qu'il nous a aussi donné. Donc peut-être aux parents voilà, qui sont là, qui se battent aussi dans cette douleur et avec des enfants, leur dire que leurs enfants sont et seront conscients de tout ce qu'ils font pour eux. Euh, ouais. Et vraiment, effectivement, cette confiance que, enfin, on peut se construire une belle vie malgré ça, quoi. Mm, mm. Il y a Steph qui dit, une amie vient de perdre son mari brutalement et avec les amis, on se demande comment on peut l'aider à surmonter cette perte. Alors, moi, Steph, ce que je voudrais te dire, c'est que il faut, surtout dans les débuts, il faut être là, en fait. Faut être Mm. présent. Il n'y a pas forcément des choses à dire. Alors, c'est vrai que souvent, on est hyper maladroit, maladroite. Avec des phrases du style, enfin, moi que j'ai entendu aussi à l'époque, tu dois être forte, tu t'es toujours battue dans la vie, ça va aller. Qu'est-ce qu'on entend encore? C'est les phrases qu'il faut pas dire. Voilà. Tu vas tourner la page, tu vas rencontrer un nouveau compagnon, etc. Je pense que on ne peut pas entendre ça, surtout au début, la première année, c'est pas possible. Donc, mais simplement, Steph, vraiment être là, être présente, lui proposer de l'aide et de l'aide. Alors souvent on dit n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin, etc. Mais en fait, quand on vient de perdre alors voilà, je parle du conjoint parce que là c'est sur le conjoint, mais c'est aussi dans d'autres situations, hein, la perte d'un enfant. C'est tellement une sidération, on est tellement dans le brouillard, enfin, que quand quelqu'un nous dit si tu as besoin, appelle-moi, enfin, on est incapable de faire ça en général. Ce que je soumets moi à l'entourage, c'est plutôt de proposer des choses concrètes. C'est-à-dire de lui dire, alors, je ne sais pas si elle a des enfants, c'est peut-être ton amie, mais moi je te propose que tes enfants ils viennent passer une après-midi chez moi, ils vont jouer avec mes enfants, on va faire une sortie, ou je te propose, tiens, samedi je vais aller te faire tes courses, je te prépare à manger, enfin des choses comme ça proposées. Alors elle dira oui, elle dira non. Après, faut pas prendre ça. Faut pas prendre ça pour soi, quoi, parce que peut-être elle va dire, j'ai rien besoin, et puis c'est OK, et puis tu vas continuer à proposer, et puis voilà. Mais proposer des choses vraiment concrètes et forcément être à l'écoute. Après, ce qui aide, c'est vraiment tous les rituels, bien sûr. Il y a l'enterrement. Bon,
dans notre société, c'est encore des choses. Voilà, il n'y a pas beaucoup de rituels qui existent dans nos sociétés occidentales, mais il y a ce moment-là qui est important et qui est important aussi pour les enfants, parce que souvent on se pose la question de est-ce qu'on les emmène, est-ce qu'on les emmène pas, et c'est important, super important pour eux. Moi, je vois en accompagnement des enfants aussi, les enfants qui sont pas allés aux enterrements, aux cérémonies. Ben, ils comprennent pas, quoi. Ils comprennent pas trop ce qui s'est passé. Ils se demandent si on leur ment pas, mais où est leurs parents? Enfin, il peut y avoir, enfin, en fonction des âges, comme ça, des questions, des fantasmes autour de tout ça. Donc, c'est important vraiment qu'ils soient là, même si oui, c'est beaucoup de larmes, c'est beaucoup de souffrance, mais ils sont là avec la famille, avec les amis. Et, euh, et après, c'est des rituels aussi, ben, voilà, d'avoir un petit endroit, moi, dans la maison, dans l'appartement, une photo, une bougie, où on va pouvoir se recueillir. Enfin, il y a plein de petits rituels comme ça. Bon, ça devrait faire l'objet d'un Facebook Live, hein, ça me donne des idées, mais qu'on met en place, quoi. Mais en tout cas, pour l'entourage, c'est être là, être présent. Et d'aider aussi dans des choses matérielles, parce qu'on pense tout de suite, il va falloir parler, soutenir, oui, ok, mais des fois, c'est juste être là dans le silence et se prendre dans les bras et pleurer. Surtout dans les premiers mois, des fois, les gens me disent, mais je fais rien parce que, ben si, c'est énorme. Se prendre dans les bras, être là, sentir que ben, nous, on est vivant, on est là. Ça, c'est, je trouve, des choses importantes. Et Steph, elle dit, tu dis, surtout quand elle dit qu'elle n'a plus rien à faire sur Terre. Bah oui, parce que c'est tellement violent et c'est tellement c'est tellement je sais pas, moi j'ai même pas de mots pour le décrire, même quand on l'a vécu, c'est compliqué de mettre des mots là-dessus. Donc oui, on peut se dire ben j'ai plus rien à faire ici quoi. Autant mourir et l'important dans ces moments-là, c'est d'être là, quoi. C'est d'être là, c'est que tout l'entourage soit là, soit présent. Et c'est des choses voilà, dont elle va avoir besoin de parler. Elle va peut-être besoin de dire simplement, voilà, je ne veux plus être sur cette terre parce que ça a tellement, ça n'a pas de sens, quoi, de perdre son conjoint. Alors, je ne sais pas à quel âge elle a, cette femme, mais c'est insensé. C'est vraiment un truc, ça n'a aucun sens. Donc là, nous, on évoque aussi, avec toi, Maud, aussi, de donner un sens à quelque chose qui n'a pas de sens. Mais c'est vrai que les premiers temps, c'est vrai que c'est l'effondrement total. Et je pense que l'entourage, oui, a un rôle à jouer, plus dans une présence, je dirais, physique et aussi matérielle et d'écoute, mais sans porter de jugement, en étant bienveillant, parce qu'au niveau des émotions, forcément, c'est le gros bordel, quoi. Faut être honnête, je sais pas le dire autrement. On passe par tous les états et on n'y croit pas, surtout dans les premiers mois. C'est des choses, c'est tellement insensé que. Donc voilà, donc être à l'écoute, être bienveillant avec elle. C'est-à-dire, ils étaient très fusionnels, ben oui, donc forcément, c'est violent, quoi. C'est très violent et je te dirais, Steph, voilà, faut être là, c'est envoyer des petits messages, euh, être présent. Voilà. Et puis après, voilà, c'est le deuil en plus en soi, aujourd'hui, on le voit vraiment comme une pathologie, alors que c'est pas une maladie. Et on est, alors bien sûr, maintenant, on est équipé avec des psys, des thérapeutes, des sophrologues, mais alors moi je dis en toute transparence, normalement, je devrais pas être là et je devrais pas faire parce qu'on ne devrait pas avoir besoin de ça, parce que tous les rituels, tout le fait d'en parler, que ce soit pas tabou, tout ça fait que ça aide aussi euh, à avancer, à s'apaiser, à comprendre les choses. Et notre corps aussi, alors je vais pas, je vais conclure parce que sinon moi je suis partie pour 3 heures. Notre corps aussi est fait pour, voilà, il y a un gros bouleversement au niveau du corps au moment de l'annonce d'un deuil, mais le corps remet en place aussi des choses naturellement. Donc on n'en a pas forcément conscience. C'est pour ça aussi, moi, ce qui m'intéressait avec la sophrologie, c'était ça, c'était le travail sur le corps, forcément, parce qu'on peut aussi
aider. Voilà. Mais en tout cas, dans les premiers temps, quand on fait partie de l'entourage, ben, c'est être présent, quoi. C'est être présent. Voilà. Voilà. Est-ce- Oui, Est-ce est-ce que je peux qu'il y a peut-être ajouter un quelque truc chose? à Alors, ça ajouter? va pas répondre Ouais. à la question, j'ai oublié son prénom, mais moi, côté plutôt enfant qui a perdu un parent, euh, des années après, là, moi, je suis contente quand on parle de ma mère. J'aime qu'on me pose des questions ou qu'on en parle en famille. Alors, généralement, c'est plutôt moi. On est peut-être qu'on est tous différents, hein, mais en tout cas, moi, des fois, j'aborde le sujet avec mon père, avec ma sœur, même si ça amène de l'émotion et parce que je trouve que c'est une manière de continuer à la faire exister et Mm. à entretenir son souvenir parmi nous. Et quand des amis creusent un peu le sujet, me posent des questions sur elle, j'adore ça en fait. J'ai vraiment l'impression du coup qu'elle est encore là. C'était pas le cas quand j'étais gamine, hein. Pendant longtemps, je redoutais qu'on me pose des questions, mais je pense que c'était ça, un côté protection où je voulais justement pas euh, entrer dans l'émotionnel. Mais aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir qu'on fasse pas comme si de rien n'était, comme si c'était justement un sujet complètement tabou et que, au contraire, on me pose des questions, même si je vais peut-être avoir une vague d'émotions, mais qu'on s'intéresse à cette partie de moi et à elle aussi, quoi. Mm. Oui, c'est important ce que tu dis parce que souvent, alors surtout dans les premiers temps, mais même après, effectivement, comme tu dis, on a peur de reparler de la personne défunte euh, Mm. en disant, bah non, si je lui en parle, hein, je vais plutôt parler de la pluie et du beau temps, je vais lui changer les idées. Et en fait, c'est vrai que c'est important parce que comme tu dis exactement, c'est exactement ça, c'est continuer à faire exister la personne, mais autrement. Et dans Mm. les premiers mois aussi, on a une telle peur d'oubli de la personne. Parce que comme tu dis tout à l'heure, les souvenirs, même, voilà, bon, toi tu étais enfant, mais même adulte, les souvenirs, enfin moi je sais que quand je ferme les yeux, voir le visage de mon ex-compagnon, etc., c'est compliqué. Au bout de 5 ans, bah, il y a des Mm. choses que je ne me souviens plus. Je suis obligée de regarder les photos. Et ça, c'est insupportable parce qu'on se dit, je vais l'oublier, quoi. Je vais l'oublier, c'est pas possible. Donc le fait d'en parler, que l'entourage continue à en parler, euh, et même des fois avec de l'humour, de dire, ben tiens, si il Mm. ou elle avait été Complètement. là, il aurait dit ceci, il aurait fait cette blague-là, tu te souviens quand le jour où il s'est passé ça, parler des souvenirs et tout ça. Et ça, c'est important aussi pour les proches parce que c'est continuer à faire exister la personne en regardant des fois des photos, en évoquant, ben maintenant on a aussi beaucoup de films, etc., hein. Tout le monde dans son Mm. téléphone est équipé, film. Ne pas avoir peur de ça parce qu'on se dit, ah non, non, mais si on en parle, elle va pleurer. Oui, ben, la personne, elle va juste pleurer. Et ça va lui faire Mm. aussi du bien qu'on parle de la personne défunte parce que c'est horrible d'oublier et de plus parler de cette personne qui était là. Donc Mm. c'est aussi aidant ça au début. Ça fait aussi partie de tous les rituels à garder. Et même si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, et ben, voilà. Il y a des gens, ça va être aussi aller au cimetière, se recueillir sur la tombe, donner des messes, enfin, tout ce qui peut aider, en fait. Donc effectivement, en parler, c'est sûr que ouais, je te rejoins à 120%. Est-ce que je peux ajouter encore quelque chose? Oui, bien sûr. Quand tu parlais effectivement de la peur d'oublier, moi je m'en souviens très fort aussi, hein, c'était aussi une de mes peurs enfant. Et d'ailleurs, dans les premiers temps, je gardais beaucoup d'objets qu'elle avait touchés. Ouais. Tu sais, voilà, je me disais ça, elle l'a encore touché, ou il y a encore son odeur dedans. Enfin, Mm. bref, vraiment, ouais, tu te raccroches à tout. Mm. Et, et en fait, j'ai eu un déclic un jour en me disant, alors, c'est sûr que le lien est plus fort pour moi parce que je suis sa fille, donc on a un lien de sang. Mm. Mais je pense que ça peut s'appliquer aussi quand c'est un conjoint ou quelqu'un que tu as aimé très fort. Mm. C'est que je me suis dit que, en fait, ben, elle continuait à exister à travers moi. Déjà parce que je suis sa fille et je suis de son sang, mais aussi parce qu'on
on a, on a vécu un bout de vie ensemble et que en fait, c'était presque un devoir, c'est un devoir pour moi de continuer à vivre et de vivre la plus belle des vies pour elle, quoi, parce Ouais. qu'elle, elle a pas cette opportunité-là et que finalement, au lieu de m'accrocher à des objets, et de me dire, ou à une odeur, ou à effectivement des souvenirs, tu vois, par exemple, moi, la voix de ma mère, je m'en souviens plus du tout, Mm, mais, mais voilà, en fait, c'est moi qui continue à la faire exister mm, parce que je vis et parce que je continue à expérimenter la vie, quoi. mm, mm. Oui, c'est sûr que là, en fait, à un moment donné, si tu veux, c'est t'intègres la personne. La personne, elle n'existe plus physiquement, mais elle existe en toi, quoi. C'est ça que tu découvres, Oui, en fait. C'est oui, donc c'est chouette, c'est beau, je dirais, parce qu'à un moment donné, voilà, c'est comprendre ça et que la personne, bah, elle est toujours là quand même si on la voit plus physiquement, mais elle est en nous et elle fait de nous ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on sera encore dans les années à venir. Enfin, donc, euh, donc c'est vraiment intégré, quoi. Mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qui se fait et dont on a conscience tout de suite. oui, Il y c'est a la sûr. question du temps aussi, parce que euh, le temps, c'est notre meilleur allié et notre pire ennemi, on va dire, parce que on veut que ça aille vite quand ça arrive, parce que c'est tellement douloureux, on a envie que ça s'arrête. Et c'est pour ça que certaines personnes disent, mais moi, je veux plus vivre parce que c'est tellement horrible, c'est tellement physiquement douloureux dans ma tête et tout. Mais en même temps, cette douleur-là, ben, elle fait son chemin. Et puis, on l'a, comment dire, on apprend aussi, c'est ce que je dis moi aux gens que j'accompagne, on l'apprend à faire copain-copain presque avec cette douleur, quoi. Plutôt que de la nier, de la repousser, vraiment Et ben, à un moment donné, c'est OK, t'es là, ma douleur, mais je vais faire un truc de toi, quoi. Et arrêter de se battre contre elle, mais vraiment faire. Oui, je sais pas comment le dire autrement, que je dis souvent ça en séance, être pote avec ça, pour dire, ok, t'es là, j'accepte que tu sois là, et qu'est-ce que je fais de toi, quoi? Comment je réussis Alors après, c'est tout un travail, mais c'est aussi parce que sinon, on est tout le temps en train de se battre parce que la situation, elle est là, donc, et effectivement, je vois un commentaire. Alors, sur mon téléphone, je ne vois, mais il y a Dominique qui écrit Mon papa a perdu sa maman à l'âge de 7 ans, mais il n'a jamais été soutenu par son père comme l'a brillamment fait le papa de Maude. Il a été perturbé toute sa vie et malheureusement a répercuté son mal-être sur ses propres enfants, quoique personne n'est dans ce genre de situation. Oui, Dominique, c'est vrai qu'on peut après, le fait de vivre très très mal un deuil et de, de pas aller demander de l'aide à un moment donné, parce que c'est vrai que si ça devient trop trop souffrant et qu'on est trop mal, eh ben, à un moment donné, c'est aller demander de l'aide. Mais certaines personnes ne vont pas non plus aller demander de l'aide parce que c'est trop difficile, parce que reconnaissent pas, parce que c'est une façon presque de s'auto-saboter, donc forcément après vont répercuter ça aussi. On voit que, bah oui, comme tu dis Dominique, le papa de Maud, ton père, voilà, il vous a soutenu, il a certainement qu'il avait aussi beaucoup de souffrance et beaucoup de douleur. Mais il a réussi à se dire certainement, ben voilà, j'ai deux filles, faut faire face, quoi. Donc après, je pense que ce qui joue aussi beaucoup, c'est aussi le tempérament qu'on avait déjà avant que le deuil n'arrive. Si avant qu'il se produise cet événement, on était déjà beaucoup à faire des projets, à se projeter, à être dans le futur, bah, c'est peut-être plus facile avec des natures optimistes d'y aller, quoi.
que des personnes qui sont plus depuis leur jeune âge dans la nostalgie, qui sont très pessimistes, qui vont voir souvent les choses en noir, etc. On va pas réagir de la même façon. Et puis en même temps, il n'y a pas de règle parce que moi, je vois des gens qui me disent, mais avant, j'étais jamais content de rien, je me plaignais tout le temps, je ronchonnais. Et ça m'a mis un coup de pied aux fesses. Mais je vois plus la vie du tout de la même manière et les petits soucis du quotidien, je m'en fous. Donc, il y a pas de règle aussi. Euh, le deuil, on le vit chacun de façon unique. Il y a pas du tout il y a autant de deuil que de personnes, j'ai envie de dire, qui vivent un deuil, quoi. C'est complètement différent d'une personne à l'autre, mais on voit que chacun fait son chemin aussi à son rythme. Et à des moments, oui, quand c'est trop compliqué, forcément, il faut aller chercher. Il faut pas oser, il faut pas avoir peur d'en reparler aux gens autour. Tu vois, toi, tu dis bien que ça te fait du bien aussi d'en parler, de parler de ta mère. Mais quand l'entourage n'est pas ouvert à ça, parce que les gens ils vont vous dire, mais non, faut que tu tournes la page, si vous sentez que c'est pas possible, c'est aussi aller dans des associations de personnes endeuillées, vers des professionnels, etc., avec qui vous allez pouvoir en rediscuter, mais pas de rester avec ça tout seul, quoi, seul. Donc voilà. Bon, on avait dit une demi-heure de live et ça fait 1 heure, Maud. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, je vais regarder les messages. Oui, Dominique dit, mon frère et moi, nous avons ressenti sa douleur et assumé sa douleur. Ça n'a pas été facile. Ben oui, j'imagine que ça devait être très douloureux et très, très difficile. Peut-être un mot de la fin. Quand même, je ne sais pas si tu voulais ajouter encore quelque chose. Dominique nous remercie. Merci à toi, Dominique, de nous suivre et de tes Merci. commentaires et tes likes. Je ne sais pas ce que tu voulais ajouter, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais Ouais. je ne sais pas ce que tu voulais ajouter, Maud, pour terminer. Écoute, non, je crois Non? avoir dit des choses importantes, mais Oui, enfin, avoir dit ce que je voulais dire. Euh, Vraiment, j'ai vraiment envie de finir sur une note d'espoir et d'amour pour la vie, quoi. ouais. Il y a Steph qui te remercie pour ton témoignage, Maud. Merci beaucoup. Alors, Maud, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, où on peut te suivre, nous parler de ton actualité, etc., etc. Yes, ben, vous pouvez me retrouver. J'ai aussi une page Facebook sous le nom de Modus. C'est le nom de mon activité. Mhm, MAUDUS. Ou sur mon site internet modus.fr. mhm. Et donc, voilà, mes actus, c'est là, pour l'instant, c'est l'accompagnement de mes clients actuellement. Encore une fois, pour les libérer de ce besoin de contrôle, retrouver de la joie, se reconnecter à l'instant présent, à la joie, à la légèreté. Et puis, au lâcher prise aussi pour les vacances, c'est important. Je Pour crois que l'été. ce matin, tu disais ça, tu vas peut-être faire un webinaire sur le lâcher prise. Oui, je vais faire, mais il sera sans doute pour août, oui, pour fin août, quelque chose comme ça. Mais effectivement, un webinaire sur le lâcher prise, sur l'importance de lâcher prise et comment surtout. Ok, non, super. Bon, écoute, je te remercie vraiment beaucoup de ta transparence, de ton authenticité, parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde. Donc, je te remercie vraiment sincèrement du fond du cœur. Et je suis vraiment persuadée que ça aidera des personnes aussi qui vivent un deuil, qui se posent aussi des questions, qui vont se rendre compte que ils sont pas tout seuls à se poser toutes ces questions et Mm. à cheminer. Et voilà, donc merci vraiment pour ton authenticité, ta sincérité, vraiment. Mais écoute, merci à toi pour ce moment qui, je suis sûre, va être encore une fois très enrichissant pour moi aussi. Je suis sûre que ça va m'apporter beaucoup d'avoir partagé ça.
Je te remercie. Et puis, ben, vous pouvez, vous verrez peut-être en replay sur nos pages, forcément. Et Mm. puis, Maud et moi, on mettra cette vidéo aussi sur notre site, sur notre blog dans quelques temps. Voilà, on ne sait pas trop. Voilà, bientôt. Parce que c'est l'été aussi pour nous. Ça va bientôt être les vacances. Mais voilà, vous pouvez nous suivre voilà, sur nos pages et sur nos sites internet. Eh ben, merci vraiment à tous ceux qui étaient là. Merci à Stéphane, à Dominique, à Steph. Voilà, et j'ai vu plein de gens passer là, des messages. Voilà, j'espère que j'ai pas loupé de messages. Mais merci vraiment à tous ceux, à Xavier qui était présent aussi, enfin, Valérie, Jennifer, qui étaient présents. Voilà, c'est super. Ah oui, il y avait du monde. Ouais, il y avait un peu de monde. Ouais, c'est sympa. C'est mieux quand il y a du monde plutôt qu'on soit tout seul. Et puis, ben, on se retrouve tout bientôt. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bonne journée, Maude. Et puis, Toi aussi, encore merci. merci. À bientôt. Bisous. À Bye. bientôt. Bye. Bisous.